C'est bien joué, mon vieux. Oh, loupé. Salut! Hello, folks. Mais quelle langue parle-t-elle? Where's the church, please? Que dit-elle? The church. Where's the church, please? The church? Tu sais ce que ça veut dire? Church, one church. Oh, yes. Ah, cela veut dire église. Vous voulez savoir où se trouve l'église? Église. Yes. Oh, c'est pas loin, on vous y emmène. Merci beaucoup. Ah, quel casse-tête! C'est pas si facile que ça, hein, l'anglais. Et si ça avait été du japonais, tu crois que tu aurais compris plus vite? Ben, c'est-à-dire que... Je me demande pourquoi les langues sont si différentes les unes des autres. C'est comme l'écriture. Je paierais cher pour connaître l'origine du langage et de l'écriture. On pourrait aller interroger Ordi. Salut les amis. Bonjour Ordi. Alors, comme ça, vous voulez connaître l'origine du langage? Alors, commençons par le début. En route pour l'aube de l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire, Ordi? Eh bien, remontons le temps d'environ 8 millions d'années. Rendons visite à l'un des ancêtres de l'homme pour un brin de causette. Allons-y. Oh, le beau spécimen que voilà. J'espère qu'on va le comprendre. Salut! Bonjour, monsieur. Puis-je goûter à ce beau raisin, s'il vous plaît? Eh, pas très poli, hein? Ce gros balourd ne comprend décidément rien. Conclusion, l'ancêtre de l'homme ne savait pas parler. Mais il t'a pourtant dit non, Ordi. Brrr, c'était plutôt embêtant de ne pas se comprendre. Mais alors, quand et comment l'homme a-t-il commencé à parler? Ça, c'est difficile à dire avec certitude, mais on suppose que le langage aurait évolué de la façon suivante. Les hommes imitent le cri des animaux pour les attirer, ensuite s'en approcher et les tuer. Puis, les grognements sont devenus l'expression du plaisir ou de la souffrance. Enfin, les cris ont fini par caractériser les différentes activités des hommes. À ce rythme-là, Ordi, ça a dû en mettre du temps avant que nos ancêtres arrivent véritablement à parler. Bien sûr, cela a duré des centaines de milliers d'années. Mais on pense que l'homme savait parler à l'époque de Néandertal, quand il commença à enterrer ses morts. Cela se passait il y a environ 50 000 ans. Et quand est apparue l'écriture, Ordi? Tu sais, l'écriture n'est apparue que bien plus tard, au temps des pharaons d'Égypte. C'est vrai, avant la naissance de l'écriture, les hommes s'exprimaient d'une autre manière. Comment d'après vous? Ben, j'en sais rien. Une autre manière? Oh? Mais oui, il dessinait! Oui, 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 oui. Voici des peintures découvertes dans des grottes, comme celle de Lascaux. Toutes ces peintures représentent des animaux. Ce sont parmi les plus anciennes œuvres connues à ce jour. Celle de Lascaux date de Cro-Magnon. Leur interprétation est encore mystérieuse.
Ainsi, les hommes commencèrent à utiliser des dessins ou des symboles pour s'exprimer. Et ceci est un dessin de bateau où l'éléphant sur la voile indique l'origine du bateau. Voici l'écriture utilisée en Égypte au temps des pharaons. On appelle ces signes des hiéroglyphes. Hiéroglyphes, retenez bien ce mot, cela signifie image sacrée. Ils étaient gravés ou peints sur les monuments et les papyrus. Mais c'est une drôle d'écriture. Je n'y comprends vraiment rien du tout. On dirait de la bande dessinée. C'est vrai, cette écriture est d'ailleurs restée très longtemps mystérieuse. Par le passé, de nombreux savants tentèrent de percer son secret. Nous voici au début du 19e siècle à Paris avec Jean-François Champollion, un linguiste français. Ça travaille dur là-dedans. Bonjour, monsieur Champollion. Alors, comment ça marche? Plus je regarde ces hiéroglyphes, au moins je comprends. Regarde cet ensemble entouré d'un cadre ovale. Cela doit être une partie de texte très importante, non? Allons, qu'est-ce que cela signifie? Pour moi, cet ensemble de hiéroglyphes doit représenter le nom d'un pharaon. Mon problème, c'est que je n'arrive pas à le déchiffrer ou à l'interpréter. Si l'on prenait chaque élément à part? Oui, bonne idée. Voyons dans le détail. Bien. L'œuf à droite, je crois qu'il symbolise la femme. Quoi? Ce serait donc le nom d'une reine d'Égypte? Sans doute. Mais de quelle reine pourrait-il s'agir? Et hop! Le moins que l'on puisse dire est que le mystère n'est pas encore résolu. À 11 ans, à Grenoble, où il habitait, Champollion rencontra le mathématicien Fourier, ancien directeur de l'Institut égyptien du Caire. Cette rencontre devait décider de toute l'orientation de sa vie. Cela semble t'intriguer. C'est la première fois que je vois une écriture aussi étrange, monsieur Fourier. On appelle ça des hiéroglyphes. Cette écriture était utilisée en Égypte il y a plusieurs milliers d'années. Hiéroglyphes? Parfaitement. Cela veut dire image sacrée en grec. Êtes-vous capable de les déchiffrer, monsieur Fourier? Hélas, non. Personne, malheureusement, n'en est plus capable, mon petit Jean-François. C'est une écriture très mystérieuse. Si mystérieuse que cela? Eh oui. Depuis plusieurs années, de nombreux professeurs ont tenté de résoudre cette énigme. Mais aucun n'y est parvenu. Celui qui parviendra nous livrera l'histoire de l'ancien peuple égyptien. Monsieur Fourier, Oui. un jour, je percerai le mystère des hiéroglyphes. Je vous le jure. Eh bien, bon courage, mon garçon. Résolu, Champollion se jeta à corps perdu dans l'étude d'une douzaine de langues anciennes. À 17 ans, il connaissait déjà le persan, l'arabe, le copte, l'hébreu. Il se lança même dans l'apprentissage du chinois. À 19 ans, ce génie précoce fut nommé professeur d'histoire. Ah, c'est décourageant. Oh, attends une minute. Ce signe au-dessus de l'œuf, c'est un morceau de pain. Et ces deux signes-là, entre les condors, représentent une main et une bouche. Main et bouche. Cela voudrait-il dire manger? Pain et œufs. Voyons, nos ancêtres devaient adorer le pain et les œufs. Mais les condors... Oh, je vois! Quand un Égyptien mangeait son plat favori, il devait se protéger des condors. Oui, j'y suis! J'ai enfin trouvé la solution! Pardon, mais vous m'aviez dit que c'était le nom d'une reine qui était écrit là-haut. Oh, mais c'est vrai? Oh, quelle idée stupide de ma part! Oh! Oh! Arrêtez de vous torturer les méninges, allez prendre l'air, allez vous reposer un instant. Est-on bien sûr qu'il s'agisse réellement d'une écriture? Mais oui, j'en suis sûr. Mais ça n'a aucun sens. Et si je l'interprétais comme ceci?
Vous avez trouvé quelque chose? Oui, peut-être. Et quoi? Peut-être quoi? Oui, si c'était bien cela. Oh! Mais enfin, que se passe-t-il? Il se passe que je dois tout revoir. Je crois que j'ai trouvé une toute nouvelle piste. Comment cela? Et si les hiéroglyphes étaient des phonogrammes? Des phonogrammes. Oui, pris isolément, ces dessins ne veulent rien dire. Chaque dessin représente peut-être non pas un mot, mais un son. Ah, je vois. C'est un peu comme quand on fait des rébus. Vous en avez déjà fait, non? Les hiéroglyphes sont soit des idéogrammes, chaque dessin représentant une chose, soit des phonogrammes, ne désignant plus des choses, mais des sons, ou peut-être même des lettres. Personne avant Champollion ne s'en était vraiment aperçu. J'en suis sûr, ces hiéroglyphes sont des phonogrammes. Vous semblez bien gai, Champollion. Oh, qu'est-ce que c'est? On dirait qu'il y a plusieurs écritures. Ça, Ordi, c'est une copie de la pierre de Rosette. L'original fut découvert par un soldat de Napoléon en Égypte. J'y vois 3 écritures différentes. Bien vu. En haut, tu reconnais des hiéroglyphes. Au milieu, là, ce sont des caractères égyptiens courants. Et en dessous se trouve une inscription en caractères grecs. Ce qui est formidable, vois-tu, ce qui est merveilleux, c'est que ces 3 textes ont la même signification. Quoi? Ça veut dire que si l'on parle grec, on peut comprendre les caractères égyptiens. On peut en connaître le contenu, certes. Mais vois-tu, Ordi, cela ne nous indique toujours pas pour autant comment il faut lire ces hiéroglyphes. Et si vous partiez d'un groupe de hiéroglyphes dont vous êtes sûr de la traduction en grec? Exact, Ordi. Puisque nous savons que dans les cadres se trouvent des noms de rois et de reines, cherchons l'équivalent en grec. Élémentaire, mon cher Champollion. Voici le nom d'un roi. Si on lit la partie grecque équivalente, on obtient Ptolémaios. Jusque-là, mon cher Champollion, pas d'erreur. Le tout maintenant, c'est de pouvoir lire ceci, Ptolémaios. Quoiqu'avec la prononciation égyptienne, c'est Ptolmys qu'il faut dire, pas Ptolémaios. Alors, nous sommes sur la bonne voie maintenant. Les hiéroglyphes sont des phonogrammes, nous sommes d'accord. Pour les lire, il faut donc prononcer les mots à l'égyptienne. Bien, si cela signifie Ptolmys... Oh, mais... Délivrez-moi. Ah, j'y suis. Ah, finalement, j'y suis. Vraiment? Ptolmys, 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 parfait Ptolmys. C'est fait. Oui, c'est ça. Ptol... Miss. Oui, c'est ça, c'est bien ça. Je crois ne pas avoir commis d'erreur. Vérifions maintenant. Oh! Mais aidez-moi, bon Dieu! Pardon, ma chère, mais je suis pressé. Ah! Oh, quelle aventure! Oui, c'est correct. Regarde, Ordi. Regarde. Ptolmys. Tu vois, j'ai enfin réussi. Oui, mais ce n'est qu'un mot, pas tout le texte. Oh. J'étais sûr que tu dirais cela. Un seul mot expliqué ne suffit pas. Étudions-en un autre. N'est-ce pas la reine à qui des condors avaient volé son pain? Oui, tu as raison. Bon, essayons de lire maintenant. Alors, regarde bien. On y trouve les mêmes lettres que dans Ptolmys. Si les lettres sont pareilles, leur prononciation est pareille aussi. Essaye donc de lire ce nom, Ordi. Le lion est un L, et ça c'est un O. Et ce carré c'est P, n'est-ce pas? Parfait. Que faire maintenant de ces 2 condors? Tous 2 doivent se prononcer de la même façon. En copte, Ordi, le condor ou l'aigle se dit Achom. Essayons voir. Mettons le son A ici. L-O-P-A. Léopa. Cléopatra. Ah! Ah!
J'y suis enfin arrivé, Ordi. Maintenant, je suis sûr d'être sur la bonne voie. Le pain et l'œuf, eux, désignent le sexe féminin. C'est clair. J'y vois de plus en plus clair, Ordi. Et maintenant, vous allez pouvoir lire d'autres hiéroglyphes. Pour sûr. Tu as vu? J'ai réussi. Je vais pouvoir déchiffrer tous les hiéroglyphes. Champollion continua à déchiffrer les noms des empereurs et des pharaons. Voici Alexandre. Et voici Germanicus. Tibère, Trajan, Domitien, Ramsès, Toutmès. Ainsi, grâce à tous les noms de rois, d'empereurs et de pharaons relevés sur les monuments égyptiens, Champollion put commencer à rédiger son dictionnaire des hiéroglyphes. Champollion avait 32 ans quand il déchiffra son premier hiéroglyphe. Quoi? Cela veut dire qu'il a mis 20 ans pour déchiffrer un seul mot? Quelle persévérance! Mais il n'était pas au bout de ses peines. Il lui fallut encore 7 ans pour établir son dictionnaire et sa grammaire de langue égyptienne. C'est ainsi, mes amis, que ce génie réussit à déchiffrer des textes que personne ne savait plus lire depuis des siècles. Voici maintenant l'alphabet latin. Oh, celui-là, nous le connaissons. Mais saviez-vous que notre alphabet dérive en fait des hiéroglyphes égyptiens? Ah bon? Au XIVe siècle avant Jésus-Christ, l'Égypte étendait son empire jusqu'à la Phénicie. Les Égyptiens avaient soumis les peuples phéniciens et hébreux à l'esclavage. Pour constituer leur alphabet, les Hébreux s'inspirèrent de l'écriture phénicienne qui dérivait des hiéroglyphes égyptiens. Et cette écriture était devenue tout à fait incompréhensible pour les Égyptiens. Ainsi, en hébreu, la tête de bœuf se dit Aleph. Les Hébreux prirent le premier son comme première lettre. Et c'est pourquoi on pense que les lettres de l'alphabet dériveraient de la forme d'animaux ou d'objets usuels. Voici le dessin schématisé d'une maison. En hébreu, maison se dit bête. Le son B fut donc représenté par une maison. C'étaient là les deux premières lettres de l'écriture hébraïque. Aleph, bête. Aleph, bête. Aleph, bête. Ça ne vous fait penser à rien? Alphabeta. Mais oui, voilà pourquoi on parle d'alphabet. Ce qui au début n'était que des symboles ou des dessins fut transformé petit à petit pendant des centaines d'années par les nombreux peuples de la Méditerranée pour aboutir finalement aux lettres de notre alphabet. Oh, c'est extra de savoir comment sont nées les lettres. Et comment est née l'écriture chinoise, Ordi? Elle s'est développée beaucoup plus tard qu'en Égypte, il y a environ 3500 ans. Les premières inscriptions apparaissent sur des os et sur des carapaces de tortues. Regardez, si vous observez bien, vous pouvez clairement constater que les caractères chinois s'inspirent d'objets courants. C'est vrai. Ces caractères, qui s'inspirent de l'objet qu'ils représentent, s'appellent des idéogrammes. Qu'ils sont beaux, ces caractères chinois! On prétend que l'écriture chinoise fut introduite au Japon au IVe siècle de notre ère. S'inspirant de ces caractères, les Japonais créèrent deux systèmes d'écriture. Ce sont des systèmes d'écriture syllabique, à base de phonogrammes. D'abord, les katakana que voici. Et ensuite, l'hirikana que voilà. Cette seconde écriture servit d'abord aux femmes, qui trouvaient l'écriture chinoise trop compliquée. Oh, c'est pour cela que ces caractères ont un contour si doux.
Cela veut donc dire qu'il y a plusieurs systèmes d'écriture au Japon, Ordi. Oui, il y a l'écriture chinoise, le katakana, le hiragana et de nos jours l'alphabet latin. À la vérité, il y a peu de pays qui utilisent autant de systèmes différents que le Japon. Pour apprendre à lire et à écrire, les petits Japonais ont bien plus de mal que vous. Oh, quelle horreur! Mais quelle horreur! Mais enfin, qu'y a-t-il? Hier, il a dit à papa qu'il voulait étudier le japonais. Oh, mais quelle bonne idée! Si tu veux, je pourrais te donner des cours. Oh, Ordi, j'ai parlé trop vite! Oh, je fais déjà des fautes dans mes dictées françaises. Alors le japonais et ses 3 écritures... Oh, c'est trop pour moi!